Secret de fabrication. Secret de fabrication. Irène Frein. Hervé Modic. Pierre-Olivier Scotto. Irène Frein, nous sommes heureux de vous accueillir à l'Atrium de Chaville, un endroit que vous connaissez bien. Nous sommes ensemble pour évoquer avec vous un certain nombre de secrets de fabrication. Et je crois qu'un des premiers vous concernant, c'est la Bretagne. La Bretagne où vous êtes né, la Bretagne qui a influencé énormément votre œuvre, notamment au début. Quelle était votre enfance en Bretagne ? C'est une enfance narrative. La Bretagne est un pays de conteurs et ma famille était d'origine rurale. La ruralité était très proche. Mes parents s'étaient installés à la lisière de Lorient, qui avait toujours été une ville francophone du sud de la Bretagne, dans le Morbihan, face à l'île de Groix, face à l'Atlantique. Mais des deux côtés, ils venaient du monde rural. Il y avait juste la lignée maternelle où il y avait une dynastie maritime, d'où le nom de mon grand-père maternel, Martelot, Martelode, comme dans la chanson. Comme dans la chanson. Trimartelode Yawang, trois jeunes matelots, qui est un peu l'hymne national breton maintenant. Et donc, tous ces gens, d'ailleurs, même dans le milieu maritime, avaient survécu finalement en se racontant des histoires. Ma mère se souvenait très bien que petite fille, elle avait été envoyée chez sa grand-mère passer des vacances avec sa sœur à Pluvigné, au nord de Vannes, si vous voulez, et que le soir, la vieille grand-mère, à l'époque, parlait beaucoup breton. Ma mère le comprenait bien, même si elle ne parlait pas, racontait des histoires terrifiantes en coups, etc. C'était pas du folklore à l'époque. Et donc, je crois que ça avait vraiment tout cela structuré la façon d'être au monde. Mon père était né à Cléguérec, qui veut dire la paroisse de Guirec, et Guirec, qu'on retrouve à Perros-Guirec, l'endroit où ce supposé saint venu des îles britanniques, on ne savait pas très bien lesquelles, avait eu un ermitage. Il avait atterri à Perros-Guirec sur la côte, puis il était rentré avec les siens, et sa tribu, si vous voulez, puis ils avaient trouvé que Cléguérec, c'était très très bien, il s'était installé là. Et c'était pour le coup un pays qui a gardé très très longtemps, jusqu'à une époque très récente, où il était encore hors des routes, un aspect très à part, vraiment très à part. Et je crois que, en tout cas, ce qu'il y avait de commun entre la lignée de ma mère et la lignée de mon père, c'est qu'on répondait aux tragédies du monde en commentant le réel avec une forme de tressage narratif qui était celui des conteurs. Et c'était mon père était plutôt taciturne, parlait peu, mais ma mère, pour des raisons qui étaient un peu exacerbées dans son cas, parce que je crois que ma naissance était une femme extrêmement dépressive et qu'elle est restée, en tout cas jusqu'à la naissance de mon frère. Elle avait eu 2 filles avant, elle rêvait d'un garçon, donc moi j'étais mais les circonstances de ma naissance sont assez rocambolesques du reste, mais parce qu'elle avait fait un déni de grossesse quand même, hein. J'ai compris bien plus tard. Une mère rejetante, elle n'arrivait pas à m'aimer. C'est comme ça. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à aimer leurs enfants, qui les rejettent. J'ai fini par comprendre que ça existait, et il fallait faire avec, et c'est certainement un drame autant pour la mère que pour l'enfant. Moi, j'ai voulu la conquérir. D'abord en appelant la voisine maman,
ce qui a fait un drame total. Défi, là, oui, ah bien oui, sûr. alors on a été dénoncé par le voisin parce que il y avait 4 familles dans cette petite longère qui cohabitaient dans une cour éloignée de la rue, raccordée par une venelle. Et donc le voisin a dénoncé. Et donc mon père était fou furieux et je voulais pas céder. Et donc comme j'ai été menacée d'être enfermée à la cave. C'était la punition, on enfermait les enfants 10 minutes à la cave, quoi. C'était pas des caves souterraines, hein. Mais c'était suffisamment inquiétant Ah quand oui, même. oui, oui. Oui, Donc oui. j'ai négocié, j'ai obtenu de l'appeler Maman Eck, parce qu'elle s'appelait Madame Cloirec. D'accord. Et donc j'étais très négociatrice, très têtue aussi, enfin têtue mais négociatrice, ce qui est quand même pas mal comme tempérament. Ça veut mieux que d'être têtue. Et donc, ça n'a pas du tout dérangé ma mère, non, du tout. Et enfin, il y avait quand même à ce moment-là une personnalité protectrice dans la famille qui, moi là aussi, je l'ai découvert récemment, et qui était ma sœur aînée, Denise. Et Denise, elle était à l'adulation de toute la famille, y compris moi, et c'était tout à fait mérité. Elle était surdouée, je pense, et elle était rentrée à 14, elle allait rentrer à l'école normale d'institutrice, qui dans cette famille pauvre, très démunie. Enfin, au départ, je suis née quand même mes parents habitaient une pièce unique en terre battue au moment de ma naissance. Ils ont déménagé à cause du déni de grossesse de ma mère, qui a été une vraie honte. Vous pensez à l'époque, une femme qui s'est pas rendue compte qu'elle était enceinte, personne ne comprenait, et qui était suivie à l'hôpital. Enfin, vous voyez un peu l'horreur que c'était. Donc mon père avait déménagé dans cet endroit-là, justement parce qu'il était loin de la rue. Et donc, si vous voulez, Denise, qui était ma marraine, avait pris très à cœur son rôle de marraine, sans doute encouragée par mon père, à qui un très bon médecin de l'hôpital avait sans doute, j'en ai des traces d'ailleurs, expliqué que il fallait donner de l'amour de tous les côtés à cet enfant, quoi, parce que il y avait un déficit. Et à ce moment-là, quand Denise est partie à l'école normale à Vannes, ce qui me paraissait, moi, le Kamtchatka ou la Lune, ou la planète Mars, j'ai commencé à avoir beaucoup de troubles psychosomatiques assez graves. Et là encore, mon père a renoué avec ce médecin et ça s'est réglé assez vite. Je ne sais pas ce que m'a dit ce médecin, mais j'ai pris l'habitude d'aller dans le grenier et j'ai commencé à inventer des histoires en découpant des figurines dans les journaux de mode de ma mère. Or, j'ai longtemps cru que c'était à cause ma mère rêvait, mais en fait, oui, c'était ma mère rêvée, mais c'était surtout Denise parce qu'elle était partie. Un transfert. Et Denise était très élégante parce que ma mère voulait qu'elle soit... elle disait, je veux que ma fille soit comme les autres. Elle voulait dire qu'on ne voit pas le niveau social. Différence, oui. Elle a le côté quand même très pauvre. Et comme elle était couturière, elle était extrêmement bien habillée. Denise était extrêmement soignée. J'ai autour de Denise, donc idéale, qui était découpée dans les figurines de mode qu'il y avait à l'époque, c'était le petit écho de la mode. Ma mère les entreposait au grenier. J'ai inventé d'autres personnages et je racontais des histoires avec ça. Donc en fait, c'est comme ça qu'est né chez moi le désir de raconter comme des histoires comme réponse à la cruauté, à la violence du monde, quoi, que j'avais éprouvé très jeune à cause de ce manque d'amour. Aussi, cette ville est quand même à 95% détruite. Même si je suis née 5 ans après la guerre, elle était quand même très détruite. Et tout le monde vivait quand même, majorité des gens, dans une précarité matérielle. Alors vous vous êtes évadé de votre monde, et puis très vite, votre premier ouvrage, ça a été, comme par hasard, concernant les marins qui étaient sur les mers. Non seulement vous avez quitté votre monde, mais vous avez eu envie de quitter la Bretagne et de partir vers l'Orient, L'. Alors, moi, je suis partie à 17 ans parce que je ne supportais plus d'être de trop dans cette famille. Et Denise s'était mariée. Ma mère était quand même très rejetante, surtout à l'adolescence. Et
le professeur de philo avait voulu que j'aille à Rennes faire lettres supérieures. J'avais rencontré mon mari qui m'a rendu confiance. J'ai passé l'agrégation extrêmement jeune et je l'ai eu à 22 ans. Et tout de suite, et alors que j'avais déjà un bébé. Donc j'avais pas du tout confiance en moi, j'essayais des choses puis elles marchaient. Ça paraît monstrueux de dire ça. Tout réussissait. Oui, sauf que j'y croyais pas. C'est-à-dire que pour mon agrégation, moi j'ai toujours pensé que c'était une erreur. Usurpation. En votre faveur. Oui, j'ai longtemps eu le complexe de l'usurpateur. Oui, que c'était pas possible. Parce que justement, ma mère m'avait dénigré. Si je vous dis que ça fait peut-être juste il y a 7-8 ans, quand je me considère pouvoir me penser écrivain, personne ne l'a soupçonné. Personne ne l'a jamais soupçonné parce que j'ai toujours affiché le sourire, tenir la face comme mon père. Et que ça a été toujours la vitalité qui l'a emporté. Quand vous m'avez reçu, par exemple, ici, je pense que j'étais intérieurement... je ne le montrais pas, mais peut-être en train de me dire pourquoi on m'a invité, est-ce que je le mérite vraiment Après une dizaine de livres. Mais après 30 ans d'écriture. Non, des 18. Ça m'a duré longtemps. Tout mon entourage le savait, enfin, des gens très proches, évidemment. Mais en dehors de ça, personne ne le savait. D'ailleurs, j'ai jamais cherché à faire carrière dans la littérature. J'ai pas fait. Il y a des codes pour faire carrière. Faut avoir dans telle maison d'édition. Faut faire tel type de livre. Faut tel type d'amitié, etc. Moi, je m'en suis toujours fichue. J'ai préféré être libre et protéger ma vie privée. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait carrière, c'est sûr. Et je ne regrette absolument pas, d'ailleurs. Et donc. En fait, ce livre, je ne l'ai pas cherché. Quand les Bretons peuplaient les mers, le premier livre, on me l'a proposé. Et moi, j'étais en train d'écrire une thèse sur le vocabulaire, la notion du temps chez les poètes latins du 1er siècle avant Jésus-Christ. Effectivement. Voilà. Et à quoi vous avez échappé? Mais j'étais obsédée par la notion du temps. Depuis toute petite d'ailleurs. Et donc là, c'est un historien qui dirigeait une collection dans une maison d'édition qui me l'a proposé. Et donc... je m'ennuyais quand même à faire ma thèse. J'ai dit pourquoi pas. Et quand je dis pourquoi pas, je dis j'y vais. C'est le goût de l'aventure, de changer le quotidien, essayer autre chose. Quoique je ne sois pas du tout instable. Mais il y a dû avoir une forme l'appel de la mer, si vous voulez. Et toute affaire cessante, j'ai étudié le sujet que je ne connaissais pas du tout. Je suis allée à la BNF, j'ai fait des recherches, je suis même allée à l'île Maurice quand j'ai compris qu'il y avait eu beaucoup de Bretons à l'île Maurice. Et puis, j'ai été complètement impliquée, entièrement, à 100%, comme je fais quand quelque chose m'intéresse. Pour moi, c'est ou non ou oui. Donc, c'était oui. Et j'ai écrit ce livre et qui était assez original, qui a beaucoup marqué les gens et qui a eu un certain succès pour un premier livre. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. René Madec. Alors, j'avais raconté en quelques pages l'histoire de René Madec, à ma façon, sans doute enflammée, passionnée. Imaginez ce que je pouvais être à 28 ans. Quand même après, il y a quand même un peu d'eau qui met dans son vin, quoi. Mais j'étais feu et flamme, une ado, quoi, on va dire. Une ado maman, d'ailleurs. Une ado maman qui menait bien sa vie de maman, mais je faisais tout à fond. J'avais une énorme vitalité, mais j'avais ce tempérament ado, quoi, passionné à 100%. Et donc, ça avait dû passer dans la façon de raconter. Et donc, une éditrice, Nicole Lattès, la femme de Jean-Claude Lattès, m'a proposé d'écrire un roman. Donc j'ai rougi jusqu'à la pointe des cheveux, si c'est possible, piqué un fard, rouge comme un homard, comme on dit dans ma ville natale, Lorient. On dit pas rouge comme une tomate. Et puis là, ça a été pareil, ça a été du 100%. C'est qu'avec les 3 sous que j'avais reçus, sans même savoir ni demander le remboursement des choses, je suis allée en Inde, moi. Une fois que j'ai découvert sur les mémoires de Madec, j'ai fait son itinéraire. Je les ai dactylographiés. À l'époque, personne ne les avait explorés. Ils étaient manuscrits.
manuscrits du XVIIIe siècle. Et j'ai reconstitué avec une carte que j'avais achetée dans le 5e arrondissement, là, dans un livre de voyage. J'ai étalé la carte sur mon lit et j'ai reconstituer son itinéraire. Et je me suis dit, je vais faire l'itinéraire. C'était des choses qui ne se faisaient pas du tout. Une femme, en plus. Moi, j'étais prof à l'époque. J'étais prof à la fois de latin, évidemment, à Jacques de Tours, à Lagny, puis à Jacques de Cour, mais aussi à la Sorbonne, où j'enseignais au niveau du CAPES la linguistique latine. Donc, j'ai toujours été un personnage très paradoxal et qui combinait le sérieux du travail, parce que c'est vrai qu'en Bretagne, et dans mon milieu, mon père m'avait enseigné, et mes instituteurs, mes professeurs, la religion du travail bien fait. On faisait ou on ne faisait pas. C'était aussi une éducation. Et la précision, la rigueur. Mais il y avait en moi un volcan qui voulait vivre, oui, la vitalité. J'ai jamais fait les folies qu'ont fait les gens de ma génération. Je serais pas allée en Inde pour Katmandou, si vous voulez. J'ai trouvé ça ridicule. Un solide bon sens, je crois, chez moi. Je crois un côté... et je pense aussi un respect important des autres, et notamment des faibles et des humiliés, parce que ça devait venir de mon père, parce que j'ai découvert aussi, après sa mort, que dans ce coin de Bretagne, là, perdu, Cléguérec, en fait, d'abord, il y avait la tradition familiale d'avoir des idées progressistes. Ils étaient à la fois catholiques et anticléricaux, donc ce qu'on appelait les rouges, les cléricaux étant les blancs, plutôt conservateurs. Pareil dans les écoles, d'ailleurs. Exactement, les écoles étaient en émulation, ce qui a fait que actuellement, c'est toujours l'endroit de l'Hexagone où on lit le plus et où il y a le plus d'activités culturelles liées aux livres. Et puis, d'autre part, anciennement, c'était d'anciens protestants. Et ils étaient restés protestants très tard, jusqu'au 1825, parce qu'on n'allait pas trop les chercher ils s'étaient réfugiés dans une forêt. Bien cachés, ils étaient protégés, oui. Oui, dans la forêt de Quénécan. Et en fait, on les avait aussi rejetés derrière une rivière, petite rivière qu'on appelait la rivière de l'enfer. Et on les appelait les Noirs. Et en fait, c'est quelqu'un qui me l'a révélé il y a 7-8 ans. Alors là, je comprends tout de suite qu'on ne me disait pas que c'était qu'on me révélait pas comme origine africaine, une origine du Cameroun ou d'ailleurs, et parce que justement il y a la distinction blanc et rouge. Donc j'ai su que c'était une histoire de politique. Et j'ai dit, des noirs, qu'est-ce que vous voulez dire? Et le informateur qui était du coin m'a dit, c'était des paganistes. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire, des gens sans Dieu? Et elle me dit, non. Et baisse la voix, elle me dit, c'était des protestants. Mais ne le répétez pas. Il avait le désir c'était un ancien notaire, de révéler malgré tout un secret honteux. Alors je l'ai fait parler, effectivement, les Rohan étaient protestants, donc au XVIe, XVIIe siècle. Donc, tous les gens qui vivaient qui étaient ses vassaux et les misérables travailleurs agricoles, plus ou moins serfs, ils étaient aussi protestants. La seule chose, c'est qu'ils avaient pris les choses très au sérieux et qu'ils n'avaient pas voulu abjurer, qu'ils avaient préféré se cacher et qu'il en était resté une espèce d'énorme rigueur, volonté de vivre. Voyez-vous, je peux même vous donner quelque chose de très récent comme élément. Pendant le 2e confinement, donc c'était assez pénible parce que j'étais inscrite sur des tas de listes de prix littéraires prestigieux, et le livre mon dernier livre, Un crime sans importance, sur l'assassinat de Denise, le prix Interallié, vous l'avez eu. Voilà, était pas du tout prévu pour la rentrée littéraire. C'était un cri, c'était une bouteille à la mer. Donc je me suis retrouvée là-dedans, ce que je ne renie absolument pas du tout. Mais vous êtes dépossédé de votre livre vite quand vous êtes dans la course au prix, parce que ce n'est pas comme un examen où vous avez des notes, où c'est rationnel. C'est le goût des jurys, qui peuvent être très différents les uns des autres, et aussi, vous le savez... Les influences. Voilà, les influences, en disant ce mot de façon très neutre, c'est comme ça. Et donc, j'y étais...
sans que ça ait jamais été prévu. Et donc, vous savez qu'avec le confinement, les prix ont été reculés de un mois. Ben, vous savez, j'ai commencé à imaginer une autre histoire pour fuir tout ça, pour me protéger de tout, du confinement, des gens qui vous appellent « Ah, t'es plus sur cette liste » ou il y avait des messages genre un peu presque sincères condoléances, j'ai adoré votre livre. C'était horrible parce que vous pouvez pas dire aux gens non mais moi j'ai pas voulu ou je n'ai pas voulu cela et oh ben ça m'intéresse pas les prix littéraires, vous pouvez pas le dire. C'est une douche écossaise permanente. Ouais. Oui et donc vous étiez sur le Fémina aussi, vous étiez sur la liste du Fémina. Non, j'étais, je sais pas, sur 5 listes. Il y avait le Goncourt, le Renaudot, l'Interallié, l'Académie française, et puis je sais plus. Une jolie série, quoi qu'il arrive. C'était, oui, et puis pas mal placé d'ailleurs, aussi finaliste dans certains. Donc c'était. C'est une situation très difficile, surtout quand vous avez écrit pour essayer de faire en sorte que la mémoire d'un de vos proches intéresse la justice qui ne s'y intéressait pas. Donc, moi, j'avais jamais pensé à un prix littéraire. C'était pas mon ambition. Je voulais surtout que la justice ressorte le dossier et s'intéresse enfin à la réalité de ce dossier qui est celui quand même d'un serial agresseur, peut-être serial killer. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Alors, et pour moi, le prix Interallié, ça a été le prix de Denise. C'est-à-dire que c'était ma grande sœur qui m'avait fait connaître les livres, la littérature, à qui j'avais voulu ressembler, que j'avais en quelque sorte ressuscité. C'était elle qui lisait quand les prix littéraires, quand je la voyais à la maison dans les années 60, qui en laissait de ces prix littéraires dans une maison où il y avait guerre de livres. On allait à la bibliothèque, on pouvait pas s'acheter les livres, d'autant qu'on avait un appétit de lecture insensé. Et donc c'est elle qui a été récompensée à mes yeux. D'ailleurs, vous savez, j'ai eu un geste absolument enfantin quand je l'ai appris. J'étais sur mon lit, j'ai fait du trampoline sur mon lit pendant 5 minutes. À mon âge, vous vous rendez compte, une grand-mère. Non. Et puis j'ai dit à mon mari, on va boire un coup demain. Parce que une fois qu'on sera vraiment sûr que c'est vrai. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis après, voilà, c'était toujours le confinement encore. Alors, j'ai repris le livre embryonnaire sur lequel je travaillais. Et vous travaillez toujours sur ce livre embryonnaire? Oui, puisque jamais, de jour en jour, oui, c'est un secret. Et de jour en jour, il est moins embryonnaire. Vous êtes attaqué à un personnage absolument emblématique, on en avait parlé lors de la rencontre de l'atelier qu'on avait fait ensemble. Un personnage, j'aimerais que vous en parliez, parce qu'elle vous ressemble aussi quelque part. C'est Simone de Beauvoir. Vous avez écrit un très très beau livre qui s'appelle Beauvoir in Love, qui raconte les amours de Simone de Beauvoir avec Nelson Algren. Alors pourquoi cette fascination vis-à-vis de Simone de Beauvoir? Vous avez fait un voyage aussi, vous êtes écoutez, je l'ai écrit parce que j'avais l'impression qu'on ne racontait pas la vraie histoire. C'est-à-dire que ça a été une vraie histoire d'amour, une vraie histoire sexuelle, mais une grande histoire d'amour, tandis que maintenant, depuis, les Beauvoiriens, les Sartriens, tous les Beauvoiriens, toutes les Beauvoiriennes, tous les Sartriens, toutes les Sartriennes, comme dans la chanson, racontent que voilà, c'était des amours contingentes et que le seul et unique, c'était Sartre, etc. En fait, pardon, je vais être très claire, c'est un pur bidonnage à laquelle Simone de Beauvoir a souscrit, puisque c'est Sartre qui a brisé cette liaison. Et quand on examine les archives de près, et notamment les archives américaines, c'est absolument flagrant. Elle était sous emprise, dirons-nous, de nos jours, d'un Sartre qui, quelles que soient ses qualités par ailleurs, avait une psyché de pervers. Je crois qu'il ne narcissique. Oui, enfin... Oui, ou peut-être génie aussi. Peut-être oui, et qui était d'abord il
il avait un véritable harem. Et donc, ça faisait quand même à peu près, quand Simone rencontre Nelson, ça fait quand même 10 ans que sexuellement, c'est fini entre Sartre et elle. Et elle avait été sa rabatteuse pour des jeunes femmes pour rester importante à ses yeux. On sait maintenant qu'il a beaucoup utilisé aussi pour la correction de ses ouvrages, voire l'inspiration de certains, dont L'être et le néant, etc. Bon, alors c'était un couple créatif, on va pas très bien. On ne réussit jamais tout seul. Donc ça, je vais pas critiquer ça, mais c'est la présentation de la légende. Et c'était une construction médiatique. Il y a quelque chose de très important dans l'histoire de Sartre, c'est qu'il va en 1945 aux États-Unis, dès l'armistice, envoyé par Camus du reste, et là il découvre l'univers de la communication, l'univers des attachés de presse. Et il en prend, d'ailleurs, il fait une chose tout à fait significative, il prend pour maîtresse une attachée de presse, qui va être la grande rivale de Simone de Beauvoir. Et quand elle n'a de cesse, Simone de Beauvoir, que d'aller aux États-Unis pour comprendre ça, parce que son caractère, c'est qu'elle est curieuse et qu'elle veut comprendre. Comme vous. Sans doute. Et c'est comme ça que, de rencontre en rencontre, elle va être aiguillée vers Nelson Algren, qui lui-même, à l'époque, a une liaison très importante, très forte, et tout va être balayé par cette rencontre, ce qui est un véritable coup de foudre réciproque. Et ce qui m'a fasciné aussi, c'est que entre Simone et Nelson, ça se joue en 48 heures. Alors tout à l'heure, vous nous avez expliqué que vos premières histoires sont venues à vous. On vous a demandé comment allez-vous aux histoires, parce que vous parlez, on le constate encore à l'instant, vous épousez complètement vos sujets. Comment travaillez-vous ? Ça, c'est très intime, mais vous travaillez toujours de la même manière ou Non, j'ai beaucoup changé avec le temps. En fait, compris dans l'écriture, vous posez une question très juste concernant les histoires qui sont venues à moi, mais il faut regarder les choses comme un mariage. Moi, par exemple, Nicole Lattès me propose le sujet de Madec. Pourquoi est-ce que je rougis comme une homard, comme j'ai dit tout à l'heure ? Parce que c'est un vœu secret, inconscient, et que je me sens dévoilée. Et c'est la forme de mon désir que je ne connaissais pas à l'époque. J'ai tiré la leçon de cette histoire. C'est qu'après, on m'a proposé des tas de sujets. On m'en propose tous les jours. Mais moi, je n'ai pas consacré 1, 2 ans, voire 3 ans de ma vie à un sujet qui ne me plaît pas. La vie est très, très, très courte. C'est beaucoup d'énergie d'écrire. C'est une immense énergie. Donc, on m'a proposé des sujets. Davy, on me l'avait proposé 3 fois. Cette femme mendiante indienne, 3 fois. La première fois, c'était Claude Berry, qui voulait que je fasse un scénario. J'étais pas prête, j'ai refusé. Voilà, j'ai refusé à Claude Berry. Bravo. Ensuite, quelqu'un d'autre m'en a parlé, directeur de journal, je crois. Et j'ai dit, mais j'y connais rien, je le fais pas. Et la 3e fois, j'étais mûre. Et c'était une éditrice d'origine allemande. Et là, j'étais mûre. Et j'ai dit, ah oui, parce que j'avais la maturité pour comprendre et m'approprier le sujet. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé 2 ans, 3 voyages en Inde, dans la vallée des bandits, des choses très compliquées où ma sécurité était en danger. Je n'avais pas rencontré Foulane Davy, j'ai réussi, et on ne la rencontrait pas, j'ai réussi à la rencontrer. Il faut une énergie folle, un investissement total, mais parce que j'avais fait l'histoire, comme vous le dites, mienne. Et il y a aussi des sujets que j'ai inventés de toutes pièces, bien entendu, très souvent même. Par exemple, Secret de famille, c'est une fiction que j'ai inventée à partir de photos qui n'appartenaient même pas, qui avaient été découvertes dans le faux plafond d'une cuisine. Ce lot de photos
commençait dans les années 1880 et se terminait en 1943 par une photo du nombre d'un homme, porté d'un homme avec un chapeau, genre Antoine Bogart, sur la neige devant un pavillon de la banlieue parisienne. Enfin, un pavillon comme il y en a à Chaville. Vous voyez des anciens, un peu Pierre Molière. Oui, mais grand genre, grand style. J'en ai vu en arriver pas mal. Et ça m'a fait rêver à ça. Et là, j'ai pris les photos comme support. J'ai inventé, j'ai donné des noms, j'ai construit une intrigue, etc. Voyez-vous? Puis il y a des... Bon, Marie Curie, c'est explorer l'histoire de cet amant de Marie Curie dont personne ne voulait parler, qui était Paul Langevin. Marie Curie prend un amant. Hein, oui, c'est ça, c'était Paul Langevin. Il y avait un tabou. Je me suis dit, un tabou, qu'est-ce que c'est? Marie Curie, on ne m'a pas vendu Marie Curie apprenant un amant à l'école, mais elle est plus intéressante que... Enfin, bon, moi, je respectais toujours beaucoup Marie Curie. Merci Marie Curie, la radiothérapie. Hein. On lui doit énormément d'être en vie, pour certains. Mais je me suis dit, mais pourquoi ? Et puis je m'aperçois que dans toute la littérature officielle, non, voilà, c'est la Sainte Madone du radium. Et donc j'ai cherché et puis j'ai trouvé. Ou bien par exemple Tromelin, oui, on m'a parlé de cette histoire. Moi je dis, de toute façon, je ne le ferai que si je peux aller sur l'île, parce que je veux comprendre ce qui s'est passé sur l'île. Et c'est pas simple d'aller sur l'île de Tromelin. Non, c'était pas simple. D'ailleurs, on a commencé par vouloir que je n'y aille, par refuser que j'y aille. Là, j'ai dit, écoutez, mon mari, il conduit des avions, c'est interdit, c'est d'aller sur cette île, c'est un domaine privé de l'État. Il va louer un avion, il va déposer un faux plan de vol, et on va atterrir. On m'a répondu, vous irez en prison. Je dis, c'est très intéressant. Je pourrais aussi faire un livre sur la prison. Et puis, ça va peut-être intéresser les gens. Mais moi, entre-temps, j'ai dit, je pourrais écrire en prison parce que je calais sur l'île. Alors, 48 heures après, j'avais l'autorisation. Et c'est ça aussi que j'aime. C'est provocation. Oui, le prochain livre que je fais, c'est moi qui ai trouvé le sujet. Et c'est parce que ça correspond à un désir du moment. Donc, ça correspond à des mariages ou des histoires d'amour qu'on peut... À chaque fois, alors c'est plutôt des amants, mes livres, parce que en fait, quand c'est fini, je passe à autre chose. Donc, le sujet vient comment? C'est en flânant, en lisant, en faisant des choses anodines, concentration particulière. Il n'y a pas de règle. Il y a des moments, il n'y a rien. Il y a rien, voilà, et je fais autre chose, je fais des petites choses, mais c'est surtout la curiosité. La forêt des 29. Je suis seule à la maison, je tombe sur un journal indien, une revue indienne en anglais que j'ai pas lu, donc je tourne les pages, je m'embête. Hein. Voilà, c'est parce que je suis toute seule, je m'embête, il est 20h15, je m'embête. Et je lis l'histoire de 363 personnes qui ont préféré être décapitées qu'on coupe leurs arbres. Ça se passe en 1730. Et l'article dit qu'ils sont 800 000 qui appartenaient à cette communauté très ancienne du Moyen-Âge, qui avait inventé l'éco-citoyenneté, l'éco-responsabilité à la fin du Moyen-Âge. Je me dis, Mazette, ça perd les pepettes. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est peut-être un fake. Donc je vais sur Internet, je vérifie, je trouve les noms des 363 personnes. Elles ont été mises en ligne par des gens de cette communauté. Je cherche. 10 jours après, je suis en Inde, j'ai fait l'itinéraire, je vais voir ces gens, je reste un mois et je construis un roman. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce côté... je veux pas m'ennuyer, moi, dans la vie. Je me suis assez ennuyée quand j'étais petite. De la cave au grenier. Voilà, c'est ça. Je veux pas m'ennuyer. Et alors, évidemment, après... Alors, vous parlez secret de fabrication, on n'arrête pas d'en parler, mais il faut travailler. Et là, je suis enfermée. Voilà, c'était ma question. Comment travaillez-vous? Le confinement est essentiel à l'écriture. Vous pouvez pas... il m'arrive de travailler dans les TGV, dans les bus aussi. Alors, un écrivain, c'est tout le temps en vacances et jamais en vacances, mais avec des périodes intenses d'écriture aussi athlétiques. Alors, je me lève très tôt parce que c'est même pas un effort, c'est juste parce que je suis réveillée, parce que c'est comme si j'étais réveillée par mon bébé, c'est un sentiment d'urgence, donc 4h du matin, etc. Donc je gamberge un peu avant de me lever. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais prendre ce chapitre? Je repense à
à ce que j'ai laissé en plan. Je peux pas travailler si j'ai pas mangé un solide petit déjeuner. Alors quand je dis solide, c'est un vrai repas. D'accord. Et puis je vais travailler. Mais c'est une hygiène, hein, c'est athlétique, en tout cas pour moi. Donc comme je bois pas, je marche ni à la cam ni à l'alcool. Il faut que je sois plutôt en forme comme fille. Donc je fais de la gym avec 3 fois par semaine avec un prof pour rester en forme, où je vais marcher. Là, je pense que le fait de s'imposer des exercices physiques, parce que je suis tellement passionnée que c'est quand même par moments que je me les impose. Et alors c'est aussi toute mon énergie est bouffée par l'écriture, donc il y a par moments des moments difficiles parce qu'il faut que je trouve l'énergie pour la gym, et c'est pas très simple la gym nécessairement. Et aussi ce qui est difficile pour moi, c'est quand je dois préparer le repas, parce que en fait, je suis complètement à l'ouest. Et donc, le grand risque, il y a 10 minutes où je risque de... Faire brûler. Voilà, exactement. Un danger potentiel. Et il faut que je fasse des choses lentement. Parce que je suis bonne cuisinière. Je sais très bien préparer des plats. Un bon repas en 15 minutes, je suis bien organisée. Mais il faut que je revienne de ce monde-là. Et quand j'écris, je suis dans un autre monde. J'ai décrit ça dans La fille à histoire. On me retrouve souvent devant mon ordi, il n'y a pas de lumière, sauf la lumière de l'écran. Les tasses de thé froides autour de moi, ou ça fait quelquefois ou les verres d'eau... ça fait des dégâts sur les ordi. Dans un autre niveau de conscience, quoi. Vous êtes totalement. Mais ça vient de l'enfance, parce qu'il fallait que je m'évade dans un autre monde. Et il y a quelqu'un qui a voulu me faire de la méditation, qui était vraiment très, très naïf. Il voulait me faire de l'hypnose, à moi, faire de l'hypnose. Enfin, quand même. un défi. Bah oui, parce que mais je lui dis, moi, je la fais, mon auto-hypnose et ma méditation. Quand j'écris, tout peut arriver, j'entends pas. Ou j'entends, mais c'est vaguement... au loin, pendant les Gilets jaunes, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'ambulances, des bruits d'ambulances. À un moment, je me suis levée, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui étaient dans des ambulances ou des bruits de manifestations. Et je me dis, ah ben oui, il se passe un truc en ce moment, oui. Et c'est terrible. Oui, je suis quand j'écris. Et je m'abandonne à ça. C'est ça, peut-être, mon secret de fabrication. C'est que je rentre dans cet autre monde et rien d'autre n'existe. Et c'est sans doute, si j'arrive à y rentrer comme ça, en faisant très bien la séparation entre les deux, hein, c'est que je le fais à 100%. Alors évidemment, il y a des ratés. On peut parler de la cuisine brûlée. Ça, oui. Maintenant, il y a bouilloire électrique, donc je bousille plus les bouilloires, etc. J'ai jeté un nombre considérable de bouilloires d'eau, enfin complètement calcinés. Enfin bon, bref. Mais je suis sortie aussi avec plusieurs fois avec des chaussures différentes. Et dans ces cas-là aussi, je rate les stations de métro, etc. Donc, il peut y avoir un côté professeur tournesol. Mais c'est parce que quand j'y rentre, j'y rentre. Et vous jetez beaucoup de vos écrits ? Bien sûr, oui. Il y a un livre où pour Marie Curie, j'ai jeté 2 mois de travail parce que je trouvais ça nul. J'avais certainement raison. Vous lisez à haute voix ensuite ou... Alors, je corrige beaucoup. Je peux faire 20 versions du chapitre. Vous travaillez à la main ou vous travaillez à l'ordinateur ? Alors, j'ai beaucoup de choses préparatoires qui sont écrites à la main. Et puis, après, je le fais sur un traitement de texte parce que, comme je suis une grande corrigeuse, j'ai pas dit correctrice. Donc, ça vaut mieux. Vous dites, je reviens à l'enfance, qu'on repart à l'enfance, puisque vous parliez de votre maman, et vous dites, j'ai vu un article, vous disiez, vous en avez parlé tout à l'heure, ce livre sur ma sœur, c'est comme une bouteille à la mer. Et moi, j'ai entendu comme une bouteille à la mer, MERE. Et parce que vous parlez de la haine. Oui, parce que j'ai vécu, sans doute inconsciemment, la justice comme une mère indigne.
Voilà, parce que c'est une femme, la justice, dans la mythologie. C'est Thémis, elle est représentée par une femme, aveugle d'ailleurs, et tenant une balance. Aveuglée même, et il d'accord. se trouve que la procureure de la République en charge du dossier est une femme à Évry. D'accord. Et que je trouve qu'elle ne s'est pas bien comportée dans cette affaire. Quand même, le traitement de cette affaire a été au départ très méprisant. Et la police non plus, puisque quand même le chef d'enquête de l'époque a osé dire à mon premier avocat que l'histoire de ma sœur était un cas isolé, alors même qu'il demandait au vice-procureur de la République d'Évry, j'ai la pièce chez moi, la pièce du dossier que je connais maintenant, il demandait que une série de 17 agressions attribuées au même individu soit regroupée sous la même enquête. Et on avait disjoint très prudemment, et peut-être de façon qui est, je me demande avec mon avocat, si ça n'est pas quand même une anomalie au regard de la loi, la série qui avait précédé celle de ma sœur, on l'a confiée à un autre juge d'instruction. Alors, la justice, c'est la manifestation de la vérité. Moi, on m'opposait le silence. On m'a raconté des cracks, comme quoi il fallait que j'attende un décret, etc. Ce décret n'a jamais existé. Donc, oui, une bouteille à la mer, c'est aussi parce que je respecte nos institutions. Nous sommes dans un état de droit jusqu'à maintenant. On n'a pas encore envahi l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc nous sommes encore dans un état de droit où les citoyens ont le droit à la manifestation de la vérité. J'observe que maintenant la juge d'instruction qui fait merveilleusement bien, en tout cas, elle a donné des ordonnances qui manifeste qu'elle a merveilleusement bien lu le dossier et que l'enquête est reprise à zéro. Mais j'observe aussi que je n'ai toujours pas accès aux précédentes agressions et qui ont été cachées sous silence à toute la population. Toute la population. Pour quelle raison ? S'il y a un juge d'instruction nommé, c'est qu'il y a eu des plaintes aux civils. Enfin, il y a des parties civiles. Donc, moi, j'étais là... ahurie, et je reste toujours stupéfaite du pouvoir de la littérature depuis l'apparition de mon livre, parce que c'est finalement ce livre qui a permis ça. Je l'ai écrite en naufragie à cette fameuse mère qui, en l'occurrence, a été indigne. Alors qu'il y a des juges d'instruction formidables dans ce pays, des procureurs de la République remarquables, etc. Loin de moi l'idée d'accabler tout le monde. Mais ce que, si vous voulez, j'observe, et que ce que je me suis dit pendant tous ces moments, pendant 2 ans, finalement, jusqu'au moment où j'obtienne le dossier, parce qu'il y avait eu 2 articles de presse avant l'apparition du livre. Oui. Alors là, miraculeux. Hein, le dossier arrive télétransporté, numérisé, grand luxe chez mon avocat, en plein mois d'août, quand la justice était en vacances. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et là, j'y croyais même pas à ce pouvoir de la littérature, mais j'observe, et c'est une question que, sans même m'en rendre compte, je pose dans Un crime sans importance, comment font les autres ? Absolument. Quiconque n'écrit pas, quiconque ne sait pas écrire, quiconque n'a pas les moyens intellectuels de comprendre le système du judiciaire. Et je peux vous dire que, pour moi, c'est déjà pas simple. Qu'est-ce que ça peut être quand on est privé de ça ? On l'apprend pas à l'école. On n'apprend pas le droit à l'école. On n'apprend pas les rudiments du droit à l'école. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Ça fait des années que je me demande. Il y a 2 choses qu'on devrait apprendre à l'école en rudiments, c'est l'économie et le droit, quand même, dans notre société. Et donc, oui, ça, c'est une composante aussi de ce que je suis, la colère contre l'injustice. Alors après la colère vient l'apaisement, donc vient l'avenir, vient des projets, viennent des envies, des désirs inassouvis. Vous voyez à l'horizon un certain nombre de choses venir à vous pour les années qui viennent ? J'ai commencé à les voir venir pendant le 2e confinement, quand j'ai commencé à écrire, parce que revenait et que la justice surtout a soulevé cette hypothèque qui pesait sur notre vie à tous les proches.
qui était un mort sans importance et un mort sans explication. Tout humain a besoin de réponse. Le sang versé, depuis l'aube des temps, réclame explication, c'est-à-dire pourquoi la justice a été inventée. Hein. Et j'aimerais bien aussi, j'ai regardé les origines de la justice, leur faire quelquefois à certains un petit cours à ces magistrats. C'est parce que juste que de la technique et de l'informatique, la justice, et de l'application, il y a aussi de l'humanité. Donc moi, mon horizon, il était bouché, il était écrasé. Donc, dans le deuxième confinement, je recommence à écrire, et rien que ça débouche mon horizon, voyez-vous. Donc, mon idée, c'était de retrouver ce que j'étais, c'est la joie de vivre. Donc, personnellement, oui, je crois être assez équipée, mais humblement équipée, parce qu'il ne faut jamais jurer de rien, pour la résilience. Et même dans ces temps qui sont abominables, il ne faut jamais perdre l'espérance. Hein. Tous les maux de la boîte de Pandore se répandent sur la terre, mais au fond reste l'espérance. Et l'optimisme est une vertu de l'expérience que je viens de vivre, et que ça vaut le coup de s'acharner. Et on peut trouver beaucoup de ressorts dans ces choses extrêmement simples. À tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans la détresse actuellement, ou pourraient l'être, c'est des choses très simples qui nous permettent de nous réconcilier avec la vie. Des choses et des êtres. Oui, dès qu'on commence à s'apercevoir qu'on se triture les ménages, comme je vous dis, moi j'ai cette méthode, la vaisselle et la serpillière. Et les courses, c'est bien manger correctement. Et partager peut-être avec quelqu'un. L'amitié, l'amour. Et l'amitié, les choses très simples. Souvent, les choses sont à notre porte et on ne les voit pas. Et ce sont des expériences, des leçons qu'on tire de ces des preuves, comme la maladie aussi. Alors, donc, faire des pronostics pour la suite collectivement, honnêtement, je ne sais pas. Je suis très sensible, évidemment, à ce qui se passe dans toutes les dictatures et les tentatives de dictature dans le monde entier. Je crois qu'il faut observer ça de très très près. Ma fille vit aux États-Unis, où elle a la double peine. La Covid californienne, qui est quand même rock'n'roll, si vous me permettez l'expression, et l'ère Trump, avec les grandes réparations qu'il va falloir faire. Ces réparations, elles ne vont pas devoir se faire qu'aux États-Unis, elles sont mondiales, parce que cet individu a été extraordinairement toxique pour toute la planète. Il a donné des tas d'idées à des tas de gens, y compris ici en France. Donc, moi, je crois que collectivement, un objectif, ce serait de défendre les droits de l'état de droit, de défendre les droits de l'homme, de construire des rapports équitables entre hommes et femmes. On en prend le chemin. Aussi, collectivement, les aides, le regard sur les humiliés et les faibles. On ne va pas changer le monde comme ça, mais rien qu'un regard, rien que des gestes, rien que la façon de regarder les gens qui se sentent dignes. Ce dont un être humain a besoin le plus, c'est de s'estimer lui-même, pas de se surestimer, parce que alors là, on retombe dans les délires que je viens d'évoquer, mais de se dire je vaux quelque chose. Et je pense que j'étais très frappée d'une phrase de Marie Curie quand j'ai étudié son histoire. Elle m'a beaucoup marquée, elle va peut-être vous étonner. Marie Curie disait « Les humains ont besoin de se sentir utiles ». Eh bien, si on donne à chacun, aussi à ses proches, la sensation qu'il a une justification dans ce monde. Et là, je parle d'expérience parce que moi, dans mon enfance, si je n'étais pas sous le regard de mon père ou de Denise,
ou de ce médecin qui m'a sorti d'affaires, je me sentais de trop. Je me sentais sans justification. Je me sentais une étrangère. Et ça m'a suivi pendant une grande partie de ma vie. Je ne croyais pas que j'avais eu mon agrégation. J'étais nulle, donc je ne pouvais pas l'avoir. Vous voyez ? Donc, je faisais malgré tout les choses, et parce que j'avais cette vitalité, et je les faisais pas mal. Mais il y avait cette blessure intérieure. Et on est réparé dans ce monde quand on se sent utile à la collectivité. On ne peut pas être justifié si on reste isolé dans son ego. On peut être isolé par la maladie, par le chômage, par les malheurs de la vie, comme un veuvage. Mais quand on est... La première chose, c'est de rechercher le lien. Et ça, c'est une démarche qu'on doit faire. Malgré tout, se faire violence, même quand on est déprimé. Mais aussi, ça tient aux autres. On ne trouve jamais son bonheur quand on est dans l'affirmation de l'ego. Et ça, je l'ai appris sur les chemins de l'Inde et du Tibet. De l'Orient. Et de l'Orient, avec une apostrophe. De l'Orient à l'Orient. Notamment d'une rencontre majeure que j'ai faite avec quelqu'un qui est devenu une amie, mais je ne suis pas du tout bouddhiste, mais qui était la sœur du Dalai Lama, qui avait vécu des épreuves, deux qui étaient à peu près semblables à celles que j'avais vécues, mais de loin. Sa fille et la mienne vivaient dans le même, à quelques centaines de mètres du World Trade Center, au moment où c'est arrivé. Ma fille, heureusement, était partie en voyage. Et ma plus jeune sœur et sa plus jeune fille sont mortes à quelques mois d'intervalle, tragiquement. Et donc, ce que j'ai vu de Jetsun Pema, puisque tel est son nom, elle a été à l'épreuve, parce que le bouddhisme doit vous permettre de surmonter ça. Et elle savait que je regardais quand même. Je la connaissais bien à l'époque, j'avais écrit un livre avec elle. Et j'ai vu comment elle a surmonté. Et ça a été une leçon essentielle de la vie, c'est que si on reste trop dans l'ego, et un artiste n'a que de raisons de rester dans l'ego, eh bien, on s'en sortira pas. Et c'est le combat de tous les matins. Eh bien, merci beaucoup, Irène Frein, de nous avoir fait le cadeau de votre présence et de votre parole. La faiblesse de dire ce que je pense, qui parfois peut-être est complètement idiot, en tout cas, c'est dans le désordre. C'est peut-être pas très structuré, mais en tout cas, je me suis sentie très bien avec vous, très libre et en confiance. Et être en confiance, ça aussi, et c'est un cadeau du ciel. Il n'y a pas besoin d'aller à Place Vendôme acheter des bijoux. Le plus gros cadeau de la vie, c'est se sentir utile et être en confiance. La plus belle émeraude, c'est la vie, justement. Oui, absolument. Merci, Irène. Je vous en prie.